Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, les unes de vos journaux illustrent la première phrase de la chronique de Guillaume Tabar dans le Figaro. Encore une semaine à n'entendre parler que du Front National. Donc, le Figaro départemental vers une bataille UMP-FN. Le Parisien qui s'intéresse à l'Aisne, ce département que veut le FN. L'Opinion, la gauche face à un désastre électoral annoncé. Alors la Croix prend de la hauteur et décrypte les mutations institutionnelles et identitaires. Territoire, le grand bouleversement. Pendant ce temps, Libération nous propose 4 pages édifiantes sur un couple qui cumule 189 000 € par an de dépenses en personnel pour ses différentes résidences, qui ne lui appartiennent pas. Encore que si, en fait, mais enfin, on ne sait plus très bien. Donc, Balkany, roi du cash-cash. Cash écrit C-A-S-H, bien sûr. Et puis l'humanité, Clichy-sous-Bois, il aura fallu attendre 10 ans pour avoir enfin un procès. On commence en parlant de sport au sens large, Natacha. Oui, c'est un petit article dans les pages sport de Libération, un billet de l'excellent chroniqueur sportif Grégory Schneider sur le drame de lundi dernier. Se faisant l'écho du malaise de nombreux sportifs de haut niveau contraints à l'anonymat par la puissance de la télévision, il déplore la transformation du sport en spectacle et l'utilisation de l'image des sportifs dans des émissions qui les folklorisent. L'austérité du sport n'est pas bankable, dit-il, mais le sont les plans serrés pour montrer la souffrance, l'espèce d'innocence que l'on devine chez des sportifs qui ont passé le plus clair de leur temps loin du quotidien du commun des mortels. Alors voilà, juste un malaise qui flotte depuis lundi. On parle également de cet enfant au bourreau et du malaise qu'il suscite. Oui, là, le malaise est vraiment immense. Celui qui a fait naître cette dernière vidéo de l'État islamique. Alors, le dernier numéro de la revue Books est étrangement prémonitoire. La une, un dossier sur djihad et islamophobie avec des articles de la presse internationale. L'analyse, par exemple, du dessinateur new-yorkais Art Spiegelman en 2006 sur les caricatures danoises. Un décryptage ironique, sans concession, de leur nullité graphique, mais aussi un plaidoyer pour la nécessité de montrer ces dessins et pour le droit de dessiner le prophète pour un non-musulman. Et puis, un peu plus loin, sans aucun lien apparent, un article sur l'énigme vertigineuse des enfants meurtriers et les problèmes qu'ils posent à la psychiatrie. Derrière les meurtres affreux de ces enfants de 10 ou 11 ans, l'effroi devant le mal incompréhensible. Alors au contraire, l'enfant de la vidéo ne nous renvoie pas à l'incompréhensible, mais à la stratégie de la terreur. Dans Libération, Daniel Schneiderman en décrypte le message. Il raconte les témoignages de djihadistes face au sort d'autres gamins morts au combat de 12 ans. C'était un bon petit, déterminé, cette nouvelle me fait plaisir, je suis content pour lui. Cette phrase plus éloquente que tout le reste, écrit-il, cette phrase qui nous dit que ce ne sont pas des paumés des quartiers, pas des braves petits dont la République ne s'est pas assez occupée, mais qu'ils courent vers un idéal. Plus personne ces jours-ci, constate-t-il, ne parle de Charlie, mais la relève est là. On s'empaille sur la Russie et l'Ukraine, on fait semblant de croire que le danger de guerre vient de là, mais il ne pèse pas lourd l'épouvantail Poutine face à l'enfant bourreau qui nous regarde en face. On parle de l'euro, plutôt de la zone euro, on parle tout le temps de la zone euro. Mais oui, nous, face au danger, face à la misère ou face à la relégation, eh bien nous inventons des zones. C'est ce qu'explique avec goguenardise Jean-Pierre Robin dans le Figaro. Des zones d'éducation prioritaire, des zones d'action rurale, des zones de sécurité prioritaire. Le chroniqueur économie du Figaro rappelle l'histoire de ce mot, du grec ceinture, utilisé par les astronomes pour définir, dit-il, un espace dont ils ignoraient ce qu'il y avait réellement dedans, un vide indéfinissable. Alors faut-il s'étonner qu'on ait choisi de parler de zone euro? Des zones monétaires, écrit Jean-Pierre Robin, il y en a eu beaucoup depuis 2 siècles et elles ont toutes disparu dans les poubelles de l'histoire. Parce que ce terme fourre-tout, nous écrit-il, évite d'avoir à nommer ce dont on parle. Du coup, dans Libération, un groupe de chercheurs et membres d'Attaque propose une solution pour éviter la fausse alternative grecque entre l'écrasement budgétaire et la sortie de l'euro. Un eurodrachme, une monnaie de paiement à l'intérieur du pays, le drachme pour les échanges et pour payer ses impôts, qui permettrait de maintenir la Grèce dans un euro, monnaie commune. Ça s'appelle une proposition constructive, loin des blocages, c'est pas mal. On parle automatisation à présent. Oui, alors que la Croix analyse la crise des territoires en rappelant que ceux qui votent FN ne sont pas les petits blancs très pauvres qui ne votent plus depuis longtemps, mais les moyens blancs de la France périurbaine qui ont peur du déclassement. Eh bien, l'Humanité nous explique dans un passionnant article comment l'automatisation des tâches vit un bouleversement et qui va toucher justement sans doute ces moyens blancs. Ce ne sont plus les emplois d'ouvriers qui vont disparaître du fait de la robotisation, mais les emplois qualifiés, avocats, journalistes, remplacés par des algorithmes, cadres par exemple, petits salariés. Alors la solution, utiliser, dit le journal, la richesse et le gain de productivité permis par les robots pour développer les services publics et le secteur des biens communs.
Ben oui, mais enfin, encore faut-il que les entreprises qui bénéficient de ces gains payent des impôts. Là, c'est pas gagné. On ne sait pas si François Hollande prend du popcorn, mais on sait que le président aime le cinéma, Natacha. Mais oui, en ce moment, c'est le branle-bas de combat pour les départementales. Tout le monde est sur le pont, mais le président de la République, lui, il serait en fait plutôt en sous-sol, au sous-sol de l'Élysée. Le Figaro nous raconte que François Hollande multiplie les séances de cinéma dans la salle de projection privée de l'Élysée, construite en 1971. Alors toujours pour des films liés à l'actualité, parce qu'on travaille, on est sérieux. Mais il en profite pour inviter l'équipe des films ou des personnes liées à la thématique, infirmières pour Hippocrate, élèves et profs pour les héritiers. Alors malheureusement, la salle est vétuste, paraît-il. Il n'y a pas de numérique, le son est déplorable. Ben oui, mais cela dit, dans le milieu du cinéma, il paraît que c'est vraiment le dernier chic. On adore. Et puis on part en Inde pour terminer. Oui, parce qu'en Inde, les mariages sont encore arrangés. Mais tout évolue. Libération nous raconte qu'une jeune fiancée a obtenu d'imposer au futur époux un test de culture. Oui. Et il a échoué. Alors elle a tout simplement récusé le fiancé le jour même des noces. Ça a failli provoquer une bataille rangée entre les deux familles. Mais on a rendu les cadeaux et on s'est séparés proprement. Alors c'était quoi le test ? Additionner 15 et 6. Ah. Oui, je vous jure. Oui, il faudrait toujours faire passer quelques tests avant de signer. En politique, ça s'appelle par exemple un programme électoral, mais bon, c'est beaucoup moins sûr en fait que l'addition 15 plus 6, parce qu'un programme électoral, ça permet de faire croire qu'on sait compter. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Natacha, qu'on retrouve ce soir sur Canal+ dans le Grand Journal, et vous serez face à Manuel Valls, le Premier ministre. Mais oui. C'est donc en clair à ce soir et à demain matin, Natacha. À demain matin.